Tout fonctionne, tout fonctionne. Ok, jour 21. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo sur l'analyse fondamentale dans laquelle je vais essayer de décortiquer les trois rapports principaux qu'on a cette semaine, donc qui sont du coup le PMI, on a le PIB et on a l'indice des prix PCE. Donc tout ça qui sortira aux États-Unis. Alors, bien évidemment, ces annonces-là ne sont pas encore sorties, du coup, on va voir les annonces précédentes. Mais ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vous donner les outils pour que vous puissiez vous-même lire les rapports qui sortiront cette semaine au moment où ils sortiront. Ok? Donc, sans plus tarder, on va direct aller voir tout ça. Donc ici, c'est le calendrier Forex Factory. Donc vous voyez que mercredi, on a la publication des PMI Flash. Alors je vais rentrer, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, vous en faites pas, je vais expliquer rapport par rapport ce que c'est. Et donc on a retenez juste que voilà, mercredi, on a les PMI, ok. Jeudi, on a le PIB, ok, le GDP ici. Et vendredi, on a le PCE Price Index, ok. Alors, j'ai préparé des notes. Pourquoi? Parce que donc j'ai noté quelques trucs, vous le voyez ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Et donc, on va commencer par le PMI. Alors, s'il y a des indicateurs qui vous intéressent moins que d'autres, vous pouvez avancer dans la vidéo. Je vais d'abord parler du PMI, ensuite je vais parler du PIB, et enfin je vais parler du PCE. Ok? Mais donc, oula. On va commencer par le PMI. Donc, le PMI, qu'est-ce que c'est? C'est le Producer Manager Index, ok? Ou en français, du coup, l'indice des directeurs d'achat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Donc, l'indice, c'est un indice de diffusion. Un indice de diffusion, ça veut dire qu'on prend plusieurs mesures. Par exemple, on prend la mesure A, on prend la mesure B, on prend la mesure C, et on va les mettre ensemble pour calculer un indice moyen, une moyenne des trois, entre guillemets, qui va nous donner la santé, dans ce cas-ci, enfin pas vraiment la santé, mais en tout cas l'état de l'économie par rapport aux directeurs d'achat. Pour le formuler plus simplement, parce que je me rends compte que ce que je viens de dire n'est pas hyper français, les directeurs d'achat, c'est les personnes qui sont à la tête des décisions d'achat d'une entreprise. Donc imaginons que vous ayez une industrie et que vous devez augmenter la production de votre entreprise, vous allez vouloir acheter plus de matières premières, plus de matériaux pour accélérer la production. Et bien les personnes qui sont chargées du coup de passer ces commandes et pour qu'ensuite l'usine puisse augmenter la production, ce sont les directeurs d'achat ou les producer managers, les managers de production, si je le disais autrement. Et donc cet indicateur, en fait, PMI, va nous dire comment les directeurs d'achat se sentent vis-à-vis de l'économie, ou plutôt évaluent l'économie. Alors, quelles sont les mesures avec lesquelles ils évaluent l'économie? Eh bien, il y en a 5, enfin il y en a plus que 5, mais il y en a 5 qui vont constituer l'indice. C'est les nouvelles commandes. Donc est-ce que... Et alors, les questions sont très simples. C'est pour chaque indice ici, ok, on leur demande est-ce que, selon vous, c'est en expansion? Donc est-ce que vous avez une hausse, par exemple, des nouvelles commandes? Est-ce que vous avez une baisse des nouvelles commandes? Ou est-ce qu'elles sont restées inchangées? C'est juste ça qu'on leur pose comme question. Donc, on leur pose la question... Quand je dis on, c'est du coup l'entreprise qui est chargée de relever l'enquête. Donc, on leur demande l'état de leurs nouvelles commandes, l'état de leurs inventaires, je l'ai mis entre parenthèses, je vais expliquer pourquoi, l'état de la production, l'état des livraisons fournisseurs, ou des livraisons tout simplement, et l'état de l'emploi. Donc, comme je l'ai dit, eh bien, chaque mois, du coup, donc je ne sais pas combien exactement, mais du coup, je vais juste regarder c'est qui fait cette enquête. Enfin, pour ce cas-ci, c'est SCP Global, mais bref. Donc, SCP Global envoie les enquêtes aux directeurs d'achat aux États-Unis, leur demandant, OK, comment évalueriez-vous la situation des nouvelles commandes dans votre entreprise? Est-ce qu'elles ont augmenté? Est-ce qu'elles ont diminué? Est-ce qu'elles sont restées inchangées? Comment évalueriez-vous la situation de votre inventaire, la production, etc., etc., etc. Ensuite, on prend ces 5 éléments. Donc, laissez-moi juste gommer ceci. Donc ensuite, on prend les 5 éléments, donc ces 5 sous-indices, qu'on va pondérer, et je pense qu'on leur donne une valeur égale, pour ensuite fournir l'indice de diffusion. Donc, si je l'explique simplement, ici par exemple, on voit qu'au mois précédent, l'indice du secteur manufacturier était à 47,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais l'indice des nouvelles commandes, imaginons, je sais pas moi, il était à 46, plus l'indice des inventaires, qui par exemple était à 48, plus production, livraison et emploi, ok, donc chaque fois une valeur, ok, ça me donne 47,9.
Donc en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller regarder à l'intérieur du rapport, parce que ce chiffre-là ne vous dit pas grand-chose. Alors oui, si vous voyez une grosse baisse de ce chiffre global par rapport au mois précédent, vous vous en doutez bien, c'est que les composantes sous-jacentes ont diminué dans l'ensemble. Mais c'est possible d'avoir une grosse baisse ici, et peut-être que cette baisse est essentiellement due à juste une grosse baisse des nouvelles commandes, mais que les autres indicateurs se portent bien. Okay. Donc, hop, 2 petites secondes. Pourquoi j'ai mis les inventaires entre parenthèses? C'est une raison toute bête. Le PMI, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'une économie a 2 secteurs principaux, le secteur manufacturier, okay, et le secteur des services. Alors manufacturier, c'est un mot un peu compliqué pour certaines personnes, ça veut simplement dire tout ce qui est usine et industrie. La production de biens durables, par exemple de voitures, de machines, etc. Le secteur des services, c'est tous les... j'ai mis sec au lieu de serre. Bon bref, serre, normalement serre pour service. Le secteur des services, c'est tout simplement les services dans l'économie. Que vous allez au restaurant, que vous faites appel à des services financiers, des services administratifs, si vous allez chez le coiffeur, etc. etc. Ça, c'est les services. Et pour vous donner une idée, l'économie américaine, c'est 2 tiers de services et 1 tiers de industrie. Ok? Mais donc, le PMI, donc l'indice des directeurs d'achat, est publié pour les 2 secteurs. Donc on a un indice pour le secteur manufacturier et un indice pour le secteur des services. C'est ce que vous voyez ici. On a ici l'indice manufacturier et des services. Et le petit mot flash devant, c'est parce que S&P Global publie une première enquête préliminaire qui est publiée plus ou moins 3 semaines dans le mois actuel. Donc là, on est le 22 du mois de janvier. Et plus tard, dans une semaine ou deux, S&P Global, donc c'est l'entreprise, publiera le résultat final avec quelques révisions. Okay. Et donc on a ces 2 indices pour le secteur manufacturier et des services. Autre élément important, c'est que comment est-ce qu'on peut évaluer le chiffre qui sort? Par exemple, si j'ai 45, ok, si j'ai 50, si j'ai 60, qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire? Pour le dire très simplement, la juste valeur ou la valeur d'équilibre, c'est 50. Ça veut dire que si l'indice, que ce soit l'indice manufacturier ou l'indice des services, sort à 50, ça veut dire que les conditions sont restées inchangées par rapport au mois précédent. On parle bien évidemment d'un mois sur l'autre. Si maintenant l'indice est supérieur à 50, ok, enfin du coup je devrais, enfin bref, si l'indice est supérieur à 50, on parle d'une expansion du secteur. Donc imaginons ici, on voit que le secteur des services aux États-Unis était en expansion au mois de décembre. Si maintenant on est en dessous de 50, on est en contraction, okay, il y a une contraction du secteur des services aux États-Unis, et c'est le cas du secteur manufacturier, qui est du coup en dessous du niveau 50. Alors, ce chiffre de 50 est aussi valable pour les sous-indices. Donc quand on regarde à l'intérieur, on peut voir que certains sous-indices peuvent être au-dessus ou en dessous de 50. Et donc ça veut dire, par exemple, si l'emploi est au-dessus de 50, ça veut dire qu'il y a une expansion de l'emploi, ça veut dire qu'on embauche globalement. Si maintenant on est en dessous de 50, on licencie des personnes. Okay, si la production est en dessous de 50, ça veut dire qu'on diminue la production. Si la production est au-dessus de 50, qu'on augmente la production. Donc c'est valable pour les sous-indices, mais aussi pour l'indice global. Okay, alors, ah oui, pardon. Du coup, les inventaires, je les ai mis entre parenthèses parce que autant le PMI, donc, comme je l'avais dit, manufacturier, lui, c'est un indice, c'est la moyenne des 5 sous-indices. Mais l'indice des services, c'est la moyenne que des 4 qui ne sont pas entre parenthèses. Ça veut dire que quand on fait la moyenne de l'indice des services, on ne prend pas en compte les inventaires. C'est un détail, mais c'est important à savoir, parce que quand vous allez regarder, imaginons que vous voyez une grosse baisse des inventaires et vous vous dites « Oh, c'est ça qui explique la détérioration du secteur des services ». Ben en fait non, parce que les inventaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice des services. C'est toujours important à savoir. Ok, alors, comment lire les... Ah oui, juste petite précision, donc j'ai dit que l'indice global était constitué des 5 sous-indices, mais donc S&P Global, l'entreprise qui réalise cette enquête, et il y a aussi ISM qui réalise cette enquête, mais ça j'y reviendrai après. S&P Global, du coup,
posent d'autres questions que sur les nouvelles commandes, production, livraison, etc., dont notamment les prix. Donc ils vont poser par exemple des questions sur les prix, ils peuvent poser des questions sur d'autres choses, bon je ne les ai pas là comme ça en tête, mais disons qu'il y a plus que 5 sous-indices, mais qu'il n'y a que ces 5 là qui sont utilisés pour le calcul de l'indice global. Okay, alors, comment lire les PMI? C'est assez simple, mais on va les aborder différemment que ce soit pour le secteur manufacturier ou des services. Il faut savoir que le secteur manufacturier est très cyclique. Ça veut dire que quand on parle de cycle dans une économie, je vais vous montrer, quand on parle de cycle dans une économie, oula, bah parfait, il m'a mis direct l'image que je voulais, on considère que l'économie traverse des phases d'expansion et de contraction, tout comme ici les fameux indices expansion-contraction. Une économie en expansion, du coup, augmente sa production, l'emploi augmente, etc. Puis elle atteint un sommet, et ensuite elle va rentrer dans une phase de contraction, peut-être même de récession, avant d'atteindre un creux et d'être en phase de reprise et puis d'expansion. Et alors on a ces cycles économiques qui sont d'ailleurs grandement influencés par les politiques monétaires. Et donc c'est ça dont on parle quand on parle de cycle en économie. Eh bien le secteur manufacturier est très influencé par les cycles économiques. Pourquoi? Parce que dans une phase d'expansion, le secteur manufacturier va s'accroître et dans une phase de contraction, le secteur manufacturier va se contracter. Le secteur des services n'est pas autant influencé par les cycles économiques. Pourquoi? Parce que si je vous donne des exemples de choses concrètes qu'on peut retrouver dans le secteur manufacturier et des services. Dans le secteur manufacturier, vous avez par exemple les voitures. Si une personne a envie de changer de voiture, elle ne va peut-être pas le faire dans un environnement de contraction/récession où les taux d'intérêt seront élevés. Parce que si la personne veut faire un crédit pour une voiture, elle va payer des taux bien plus élevés que si elle attendait que l'environnement de taux soit bas. Pour l'instant, on est dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Donc ça, par exemple, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi le secteur manufacturier est très cyclique, ou est pro-cyclique, je crois qu'on dit. Mais donc l'idée générale, c'est de dire que comme le secteur manufacturier produit beaucoup de biens durables, donc c'est ce qu'on appelle les big ticket items, c'est les objets qui coûtent cher, donc par exemple une machine à laver, une voiture, des meubles, etc. Tous ces biens qui coûtent cher, on va avoir tendance à les acheter quand les conditions économiques, quand l'environnement économique est bon. À l'inverse, les services, c'est difficile de s'en passer, dans le sens où même si on est dans un environnement économique compliqué, les gens continuent de faire leurs courses. Alors, bon, là, je dois préciser quelque chose d'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'économie continue de tourner, parce que ce qui fait tourner l'économie, c'est les services. Et l'économie continue de tourner, simplement les gens achètent moins de biens manufacturés. Et donc les services, que ce soit les soins de santé, que ce soit des services administratifs, que ce soit des services financiers, tous ces services-là, les gens ne vont pas directement diminuer leurs dépenses là-dedans parce que l'économie va mal. Donc généralement, et ça s'observe ici, je vais vous le montrer, le secteur manufacturier, vous le voyez, est très cyclique. Donc je vais juste enlever les forecasts et mettre une ligne. Donc, ou peut-être je vais laisser les barres, comme ça on voit là le niveau 50. Mais donc ici, bon, je n'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin, mais donc vous voyez bien que tchac, on a des hausses et des baisses, et des hausses et des baisses. Ici c'était le Covid, des hausses et des baisses. Ok? Donc ça c'est assez évident. Par contre pour le secteur des services, c'est un peu moins évident. Alors il y a quand même un petit peu ces hausses et ces baisses, on le voit ici. Mais disons que, autant, bon ok, je dois l'admettre, ici c'est moins évident, mais ce qui par exemple est intéressant, c'est qu'ici, comme je l'ai dit, on est dans un environnement de taux élevé, donc le secteur manufacturier est toujours en contraction. Par contre, le secteur des services, on voit qu'il est repassé en expansion, alors qu'on est toujours dans un environnement de taux. En fait, le point que j'essaie de faire ici, c'est que malgré les taux d'intérêt élevés, les gens auront tendance à continuer à dépenser dans les services, ou le secteur des services aura tendance à continuer à tourner, même s'il y a un environnement de taux élevé ou simplement une contraction économique majeure. Bref, j'espère que c'était plus ou moins clair. Après, et c'est là où c'est bien parce que ça ouvre la porte à mon autre point, ces enquêtes-ci, qui sont du coup publiées par S&P Global, ok, donc S&P Global, comme je l'ai dit, c'est une entreprise, PMI, qui publie les PMI, donc par S&P Global. S&P Global, ce ne sont pas... Disons que quand on parle du PMI, généralement, on regarde non pas l'enquête de S&P, mais on regarde l'enquête de ISM.
Donc c'est deux entreprises différentes, ok. SCP, en fait, leur avantage, c'est qu'ils publient les enquêtes préliminaires du PMI très tôt. Et alors, on aura la semaine prochaine, je crois, le véritable PMI manufacturier et la semaine suivante, le véritable PMI des services. Et là, vous voyez que c'est publié par ISM. C'est noté ici, Institute for Supply Management. Cette mesure-là est plus regardée par les investisseurs, mais comme, et c'est là où c'est intéressant de regarder quand même la publication du SCPI, ces publications-là, elles sortent qu'en février, okay, par rapport pour le mois de janvier. Donc elles sortent que le 1er et le 5. Et pourtant, on a du coup les publications flash qui sortent le 24. Donc en gros, comment on utilise ces données-là? On utilise ces données-là en anticipation des données officielles qui seront publiées la semaine suivante ou la semaine d'après. Okay, donc gardez bien ça à l'esprit, que du coup les PMI, il y a les PMI publiés. En soi, c'est la même enquête et ça mesure la même chose, mais c'est juste deux entreprises différentes, okay, donc SCP et ISM, qui publient ces données. Et donc les méthodes de calcul sont un peu différentes et parfois on voit des divergences entre les deux publications. Mais dans l'ensemble, les deux vont dans le même sens sur le long terme. Okay, donc, maintenant, et après on pourra passer à l'autre rapport économique. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc encore une fois, ici on parle bien du PMI Flash, PMI Flash qui est publié du coup par SCP Global. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'enquête? Pour le secteur manufacturier, on va vouloir se concentrer sur les sous-indices des nouvelles commandes et de l'emploi. Pourquoi? Parce que, donc je l'ai noté ici, un bond dans les nouvelles commandes est normalement suivi d'une hausse de la production dans les mois qui suivent. Alors dans l'environnement actuel, c'est plutôt l'inverse qu'on observe. On a justement une contraction des nouvelles commandes qui sous-entend que le secteur manufacturier va continuer à se détériorer à l'avenir. Et alors l'emploi, pourquoi on regarde le sous-indice de l'emploi? Parce qu'on cherche à savoir quelle est la situation du marché du travail aux États-Unis, quelle est la santé du marché du travail aux États-Unis. Si on observe une contraction de l'indice de l'emploi, donc imaginons on voit que l'indice de l'emploi, je sais pas moi, sera 48,7, je sais pas, ça veut dire que du coup les directeurs d'achat, ou plutôt simplement les entreprises du secteur, du coup là je parle du secteur manufacturier, auront tendance à licencier des travailleurs. Et donc on a un ralentissement du marché du travail, c'est un signe que l'économie ralentit et peut-être que le travail de la Fed pour diminuer l'inflation fonctionne. Mais il faut aussi surveiller cet indice-là dans le cas où on a un trop fort ralentissement du marché du travail, parce que la Fed a le mandat de plein emploi. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de ce que c'est, mais simplement elle veut faire attention à ce que le marché du travail ne ralentisse pas trop. Ok. Alors par contre, pour le PMI des services, okay, on va aussi regarder les nouvelles commandes et l'emploi, mais on va particulièrement mettre un accent sur les prix. Pourquoi? Parce que généralement, quand la Banque centrale américaine essaye de ralentir l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ça a un impact très sévère sur le secteur manufacturier. Okay, très vite, on observe un ralentissement du secteur manufacturier. Mais le secteur des services a tendance à mettre un peu plus de temps à ralentir. Pourquoi? Parce que l'impact des taux d'intérêt sur le secteur des services est moins direct. Et donc, souvent, quand l'inflation reste à des niveaux élevés dans l'économie, c'est à cause du secteur des services. C'est d'ailleurs ce qui se passe par exemple en ce moment en Europe. L'inflation élevée est essentiellement poussée par une inflation dans le secteur des services. Donc on va vouloir particulièrement prêter attention au sous-indice des prix du secteur des services, même si cet indice n'est pas pris en compte dans le calcul de l'indice global. Vous vous souvenez, il n'est pas dans les 5 sous-indices, mais ça nous donne quand même des informations sur les pressions inflationnistes dans le secteur des services. Et donc on va vouloir surveiller cet indice-là. Alors les nouvelles commandes et l'emploi, encore une fois, on va aussi les surveiller, mais vraiment on va mettre l'accent sur les prix et particulièrement sur l'emploi dans le secteur des services. Pourquoi? Parce que l'emploi de l'économie américaine, okay, donc prenez les USA, okay, si on prend l'emploi aux États-Unis, les 2/3 de l'emploi, donc les 2/3 de l'emploi, donc des personnes qui travaillent aux États-Unis travaillent dans le secteur des services. Et puis alors à peu près 1/3 qui travaillent dans le secteur manufacturier. Et donc ça veut dire que si maintenant on observe une détérioration de l'emploi, ça veut dire qu'il y a une détérioration dans la plus grosse partie de l'économie américaine. Okay, voilà, c'est toujours important à savoir. Okay, tchac. Alors juste pour terminer, pour vous montrer juste un peu à quoi ressemblent les
enquêtes PMI. Il faut savoir que la publication flash, donc c'est la publication préliminaire, ne montre pas les détails du calcul. Par contre, la publication qu'on aura la semaine prochaine, avec le vrai PMI, ici montre le calcul. Et alors à ce moment-là, vous pourrez vous amuser à regarder les composantes. Je vais juste vous montrer, par exemple, pour le secteur manufacturier. Ça, c'est pas la publication qu'on aura cette semaine. Je précise, c'est celle de ISM, c'est pas celle qu'on aura cette semaine. Mais du coup, l'avantage de celle-ci, c'est que vous verrez donc, le PMI manufacturier, qui est la moyenne du coup de ces 5 données-là, inventaire, supply, deliveries, employment, production and new orders. Et puis alors, vous avez aussi l'indice des prix. Donc vous pouvez voir par exemple, ah tiens, il y a une contraction, puisqu'on est en dessous du niveau 50 des prix dans le secteur manufacturier, c'est bien, ça veut dire qu'il y a moins de pression inflationniste, etc. Bref, et vous pouvez vous amuser à regarder tout ce qu'on a ici. On a eu une hausse de l'indice, enfin un redressement entre guillemets du secteur manufacturier, même s'il reste toujours en territoire de contraction. Et on voit que c'est essentiellement dû à une augmentation de la production qui est repassée en territoire d'expansion. Donc on a augmenté la production et une légère augmentation de l'indice de l'emploi. Okay, mais bref, ça c'est pas l'indicateur qu'on va avoir cette semaine. Enfin, plutôt si, mais on n'aura pas les détails ici de chaque truc. On va simplement avoir un texte, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc par exemple, si je prends pour le secteur manufacturier, ouais, bon là, le problème c'est que le calendrier s'est mis à jour. Là, on est déjà en janvier. Je vais aller prendre la publication de décembre. Voilà. Donc par exemple, ici, on voit quoi? Vous avez l'indice PMI composite. Donc composite, c'est une moyenne entre guillemets des deux, donc du service et manufacturier. Mais donc si on regarde le détail entre guillemets, on a le PMI des services qui est sorti à 51,3 par rapport à 58,8 précédemment, et on a le PMI manufacturier qui est sorti à 49 par rapport à 50,5 précédemment. Donc on voit qu'il est retourné en territoire de contraction. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est souvent de lire. Alors je lis rarement tout le détail ici. Ok. Mais peut-être juste je vais lire la composante des prix, ok. Mais comme je l'ai dit, voilà, si vous voulez vous concentrer sur les détails, vous avez ici, ok, l'output, ok, il y a la demande, vous avez l'emploi et vous avez les prix. Mais souvent, un résumé plus simple, c'est juste de lire le commentaire. Et alors ici, ils font un mini résumé du PMI fait par Chris Williamson, du coup, qui est pas le Chris Williamson de YouTube, mais le Chris Williamson qui est chef économiste chez SCP Global. Bref, voilà, ça c'était pour la publication PMI. Ok, on va se remettre à cette semaine et on va passer au PIB. Alors le PIB, j'adore cet indicateur-là. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, je pense, que le PIB mesure la croissance économique. Okay, donc si maintenant on voit que le PIB est sorti à 4,9% au troisième trimestre aux États-Unis, ça veut dire que la croissance économique, ou plutôt la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre, était de 4,9% par rapport au trimestre précédent. Donc ça, la plupart des gens savent le dire ou savent le comprendre, ce que c'est le PIB. Mais peu de gens savent lire le rapport du PIB. Et pourtant, c'est tout autant important. Parce que ce chiffre-là ne nous dit pas grand-chose. Et quand les marchés réagissent à la publication d'un PIB, c'est pas tant pour ce chiffre-là, même si oui, il y a des impacts, mais c'est aussi pour les données sous-jacentes. Donc on va aller voir ensemble. Je vais juste fermer, comme ça on ne s'encombre pas de tout ceci. On va aller voir ensemble le PIB. Donc le PIB, ok. La définition que j'ai mise, mais il y en a plein, c'est la valeur monétaire de tous les biens et services qui vont être produits au sein de l'économie américaine au dernier trimestre. Okay. Ou alors on peut aussi avoir une valeur annuelle, mais généralement on regarde le PIB d'un trimestre à l'autre. Valeur monétaire de tous les biens produits et les services fournis, ça veut dire quoi? C'est que tous les biens et services qui ont été produits au sein des États-Unis, que ce soit par des entreprises américaines ou des entreprises étrangères, mais donc au sein des États-Unis, vont être, on va leur associer une valeur monétaire, donc voilà, et ça va nous donner le chiffre du PIB. Donc c'est la valeur totale de la production américaine si on veut. Et c'est pas nécessaire que ces biens et services soient fournis ou vendus, ils peuvent aussi être stockés dans des inventaires, on va quand même les calculer dans le PIB. Donc le PIB c'est ça, ok? Il y a 3 publications du PIB, il y a la publication avancée, la publication préliminaire et la publication finale. Alors pour vous donner une idée, la publication avancée, elle est publiée plus ou moins 30 jours après la fin du trimestre. Donc ici, on est à peu près 30 jours après la fin de décembre, et donc on va avoir la publication avancée. C'est la plus importante, c'est celle qui a le plus d'impact sur les marchés, parce que du coup c'est la
première estimation de ce que le PIB est, dans ce cas-ci, au 4e trimestre de 2023. Publication préliminaire, elle est faite, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 2 mois après. Publiée 2 mois après, donc ce sera vers février. Et la publication finale est publiée environ 3 mois après, pour être exact 85 jours. Et du coup, ça c'est l'estimation finale du PIB, il n'y aura plus de révision après ça. Alors, beaucoup de personnes ne regardent que la publication Advance, ici, la première estimation, mais c'est intéressant de regarder la publication préliminaire et finale. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi souvent il peut y avoir des révisions significatives et ça peut impacter les marchés. Par exemple, ici, je me souviens, on a le PIB qui est sorti, je ne sais plus à combien de pourcents exactement, bref. Mais ensuite, il a été révisé significativement à la hausse, en préliminaire, et puis il a été révisé à la baisse en finale. Et donc, ça a eu un impact sur les marchés qui ont fluctué par rapport aux données qui étaient sorties. Donc, c'est quand même important de regarder les trois. Mais là, on va se concentrer sur la publication avancée, donc il est la toute première publication. OK? Alors, donc ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Pour comprendre un peu l'économie derrière le PIB, le PIB, comme je l'ai dit, ça mesure la croissance. Alors, le lien très simple, si vous n'avez pas eu de cours d'économie, c'est que quand la croissance augmente, okay, donc la production de l'économie augmente, forcément pour produire plus, on a besoin de plus de personnes. Parce qu'à court terme, une entreprise ne peut pas acheter ce qu'on va appeler du capital autre que du labor. Ok, je l'explique plus simplement, sinon on va rentrer dans des trucs trop compliqués. Ok, une entreprise, pour augmenter sa production, elle a deux possibilités. Soit elle peut employer plus de personnes, soit elle peut investir dans des équipements, des usines, des nouveaux terrains, etc. À court terme, ça va être difficile de faire construire des nouvelles usines, d'acheter plein de nouvelles machines et de les installer. Donc généralement, l'entreprise, pour augmenter sa production, va travailler sur le travail. Ou en gros, va embaucher ou licencier des travailleurs, des personnes. Donc du coup, si à court terme, si on veut augmenter la production, donc la croissance, on aura tendance à embaucher davantage de personnes. Et à l'inverse, si on anticipe un ralentissement de la production, on va embaucher moins de personnes. Ça, c'est la relation toute bête entre la croissance et l'emploi. Donc, imaginons que le PIB augmente, donc on produit plus, on va embaucher plus de personnes. Quand on embauche plus de personnes, le revenu, alors que le revenu, c'est pas de chaque personne individuelle, c'est le revenu global des personnes aux États-Unis. Simplement parce que comme il y a plus de personnes qui travaillent, il y a plus de personnes qui gagnent de l'argent. Et donc, si on met tout cet argent ensemble, les revenus augmentent, okay. Et avec les revenus qui augmentent, les dépenses des personnes, les dépenses de consommation, vont augmenter. Comme les dépenses augmentent, du coup, on va vouloir produire plus, parce que les gens achètent plus, et donc ça augmente la production, qui va elle-même augmenter la croissance. Et alors, on a un cycle, ok, et la boucle continue, ok. Alors, en théorie, ce cycle pourrait tourner à l'infini. Mais comme vous le savez, la croissance n'est pas infinie. Et il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit on a une boucle salaire-prix, ou alors un problème au niveau de l'offre et de la demande de biens et de services, ce qui va provoquer des pressions inflationnistes dans l'économie. Et donc souvent, ce qu'on observe, c'est que quand la croissance est trop élevée ou trop rapide, on va avoir du coup des pressions sur les prix, sur l'inflation à la hausse. Autre possibilité, c'est que quand l'emploi augmente, ou que il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça, mais on peut aussi souvent observer, dans une phase d'expansion de l'économie, des pressions sur les salaires. Les gens veulent être payés plus, en fait. Et donc, quand on augmente les salaires, ça augmente le revenu, et donc ça augmente les dépenses, et ça continue à faire tourner la machine, mais globalement, ça va finir par mettre des pressions sur les prix. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, imaginons que vous êtes un employeur, et donc vous employez des gens. Vos employés ne sont pas contents, ils disent on veut une augmentation de salaire, on veut une augmentation de salaire. Bon, après des grèves et des machins et des bazars, vous finissez par dire ok, j'accepte et j'augmente votre salaire. Le problème c'est que bon, vous êtes un entrepreneur, vous voulez faire des profits, et donc ça vous embête d'augmenter les salaires, parce que ça rogne vos profits. Alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est pas cool, mais bon, vous allez reporter la hausse des salaires sur les prix des produits que vous vendez. Et donc vous vous dites, bon, je perds un peu d'argent parce que mes traitements et salaires sont plus élevés, donc parce que je paye plus mes employés, mais donc je vais augmenter le prix de vente de mes biens. Par exemple, je vends des voitures, je vais augmenter le prix de mes voitures. Comme ça, du coup, mes clients qui vont acheter mes voitures vont payer pour les salaires de mes employés. Bref, et donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut avoir une hausse des prix dans l'économie, c'est cette boucle salaire-prix
Okay, parce que les salaires augmentent, les entreprises vont reporter la hausse des salaires sur les prix des biens et des services qu'elles vendent dans l'économie. Et on a de l'inflation. Bref, c'était bien expliqué. Parce que c'est souvent difficile à expliquer. Là, je pense que c'est relativement bien expliqué. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Mais donc ça, c'est la première possibilité. C'est donc pardon, c'est la première raison pour laquelle il peut y avoir de l'inflation dans l'économie. Une autre raison, ça peut aussi être des chocs, comme je l'ai dit, des chocs d'offres et de demandes, ou par exemple, du coup, on l'a vu avec le pétrole, s'il y a une baisse de l'offre de pétrole, automatiquement, il y a une hausse des prix du pétrole. Et à l'inverse. Ou par exemple, imaginons qu'il y ait des conditions météorologiques terribles, et alors à ce moment-là, imaginons on a des grandes sécheresses, et alors la production, je sais pas moi, de blé ou d'huile d'olive ou des trucs comme ça, va diminuer, et ben, on a moins d'offres et donc les prix vont augmenter. On avait observé ça il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ça c'est pour la dynamique globale, c'était le petit cours d'économie par rapport au PIB. Mais donc maintenant pour parler du PIB véritablement, vous avez compris, c'est la croissance ou c'est le produit de l'économie, le produit ou le output, on le dit en anglais aussi. Bref, il y a 4 composantes majeures dans le PIB. Il y a les dépenses personnelles de consommation. Okay. Donc les dépenses des gens dans l'économie comptent pour les 2 tiers, pour 70% du PIB. Okay. Il y a l'investissement, intérieur privé brut si vous voulez le nom complet, mais l'investissement, et donc ça je l'avais déjà expliqué, c'est quand une entreprise va par exemple acheter des nouveaux terrains, vouloir faire construire une nouvelle usine, vouloir installer des nouvelles machines, etc. Ça c'est l'investissement d'une entreprise. On a les exportations nettes. Donc exportation nette, c'est pas la même chose que juste les exportations, le mot net est très important. Exportation nette qu'on note NX je crois, en économie. Bref, net exportation. En gros, c'est les exportations moins les importations. Du coup, les exportations nettes, qui donnent la balance commerciale des États-Unis, la balance commerciale des États-Unis est négative parce qu'elle importe plus de biens et de services qu'elle n'en exporte. Ça veut dire que ses importations, donc son M est plus élevé que son X, et donc si cette valeur-là est plus élevée, forcément ses exportations nettes sont négatives. Bref. On n'est pas là pour faire des maths. Ensuite, on a les dépenses de consommation et d'investissement. Donc, c'est un peu la même chose que ces deux choses-là, sauf que là, c'est pas pour les gens, c'est pour le gouvernement. Okay, donc, en gros, on a les dépenses du gouvernement. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 catégories principales du PIB. Et je vous ai fait un super tableau. Voilà, qui est beaucoup plus simplifié. Je l'ai mis en anglais, pourquoi? Parce que la publication est publiée en anglais, et donc si je vous le mets en français, vous allez pouvoir lire ça, mais après vous allez regarder dans le rapport et vous allez vous dire « Ah mais attends, je ne sais pas où trouver quoi ». Donc je vous l'ai mis en anglais tel qu'il est présenté dans le rapport, mais j'ai beaucoup plus simplifié. Donc comme je l'ai dit, on a les dépenses personnelles de consommation qui comptent pour 70% à peu près, donc 2 tiers du PIB. On a l'investissement qui est à peu près 15%, on a les exportations nettes, mais du coup on voit que les importations sont plus grandes que les exportations, donc 16% par rapport à 13%, ça fait moins 3%. Et alors ensuite on a les dépenses et l'investissement du gouvernement, qui compte à peu près pour 15%. Bon c'est 18, mais bref. Ça, ne regardez pas encore, on en parlera après. Donc, oups, pardon. Attends, je vérifie juste. Ouais, voilà. Ben, ouais, en fait, je l'avais écrit ici, mais du coup, les 4 composantes, donc dépenses personnelles de consommation, c'est Personal Consumption Expenditure, et investissement intérieur privé brut, c'est Gross Private Domestic Investment, etc., etc. Oula. Si j'ai fait une jolie faute. Consumption Expenditure. Gross Investment. Bref. Alors. Maintenant que vous savez qu'il ne suffit pas juste de regarder le chiffre du PIB, « Oh super, le PIB est sorti à 4,9%. » Ok, cool, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, je vous le dis, 4,9% c'est une croissance assez élevée. À part les pays asiatiques, enfin certains pays asiatiques, genre Japon et Chine, il y a peu de personnes qui peuvent se mesurer aux 4,9% de croissance des États-Unis. Mais indépendamment de ça, pour parler un peu politique monétaire, 4,9% de croissance dans une économie où la banque centrale essaye de ralentir l'économie, ben, il y a un problème. Après, ça peut aussi être une bonne chose parce que ça va éviter un atterrissage forcé, un hard landing. Donc ça va éviter une récession, potentiellement. Mais ça n'empêche que si la croissance est toujours élevée, vous vous souvenez de la boucle que je vous ai expliquée
Ici, avec la croissance, l'emploi, machin, ben, une croissance élevée, ça nous donne des pressions inflationnistes. Il y a un risque inflationniste. Et donc c'est problématique pour la Fed qui essaie de diminuer l'inflation. Bref, alors les dépenses personnelles de consommation, 2/3, qu'est-ce qu'on a dans les dépenses personnelles de consommation? Ben, on a les dépenses dans les biens et dans les services. J'en ai déjà parlé avec le PMI, mais du coup, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'une économie, c'est des biens et des services. Les biens représentent à peu près 35%, les services 65%. Dans les biens, on a les biens durables et les biens non durables. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais les biens durables, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une machine à laver, une voiture, des meubles, etc. Les biens non durables, c'est par exemple la nourriture. Okay, donc, les biens durables sont par rapport aux 35%, donc c'est 10%, et les biens non durables sont 25%. Okay, les services, donc ce que je veux dire par là, c'est les pourcentages ici, c'est pourcentage par rapport à ça. Et les pourcentages ici, c'est les pourcentages par rapport à toute la catégorie. Okay, donc, qu'est-ce qui est intéressant à savoir ici? C'est que, tout comme je l'ai expliqué tantôt avec le secteur des services qui est plutôt, donc qui n'est pas cyclique, et le secteur manufacturier qui est cyclique, on va observer dans les biens quelque chose de très cyclique. Dans l'environnement actuel, les biens durables auront tendance à... La production de biens durables aura tendance à diminuer dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Pourquoi? Parce que c'est, comme je l'avais dit tantôt, les big ticket items. Et donc si maintenant je vous dis, ok, le marché du travail n'est pas safe, je veux dire, il n'y a pas de plein emploi, je veux dire, on ne trouve pas des jobs comme ça, les prix dans l'économie sont élevés parce qu'on a toujours une inflation, les taux d'intérêt sont élevés si tu veux faire un crédit pour acheter quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment pour investir en tant que personne dans des biens chers, comme je l'ai dit, une voiture ou d'autres choses? Ben, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc généralement, les durable goods vont être la première catégorie à diminuer lorsque la Fed va augmenter ses taux d'intérêt. De façon générale, les biens tout court vont avoir tendance à être impactés davantage par les taux d'intérêt. Les services, après, un peu moins, mais il faut quand même observer un ralentissement du secteur des services, parce que si on n'en observe pas, je l'ai dit, l'inflation est surtout poussée par le secteur des services. Si on n'observe pas de ralentissement de la production de l'output dans le secteur des services, ben, il y a toujours des pressions inflationnistes qui vont persister. Okay, je ne vais pas réexpliquer en détail ça, parce que je vous avais déjà expliqué avec le PMI, le secteur des services et le secteur des biens, mais c'est à peu près la même idée. L'investissement des entreprises, qu'est-ce qu'on a? On a l'investissement fixe et alors on a les changements dans les inventaires. Globalement, le PIB, si on voulait le mesurer très facilement, c'est tout l'output de l'économie moins la variation des inventaires. Bref, pour ceux qui s'y connaissent en économie, ils comprendront ce que je viens de dire. Mais je ne vais pas parler des inventaires, on va simplement parler de l'investissement. Donc l'investissement, comme je l'ai dit avant, hein, c'est les usines, les terrains, les machines, etc. Donc on a l'investissement résidentiel, ça c'est plutôt les terrains, les bâtiments, etc., les usines. Et puis l'investissement non résidentiel, c'est tout ce qui est machines. Okay, de façon générale, retenez que l'investissement fixe, enfin l'investissement d'une entreprise est très sensible à l'environnement de taux d'intérêt. Je vais revenir sur les cycles économiques dont j'avais parlé, mais imaginons que vous êtes une entreprise et que vous voulez vous étendre. Est-ce que vous allez plutôt le faire dans une période de contraction ou de ralentissement économique, ou est-ce que vous allez le faire dans une période d'expansion? Vous allez le faire dans une période d'expansion, ou en tout cas de reprise économique. Pourquoi? Parce que vous vous attendez à ce que la croissance, l'emploi, et du coup les dépenses personnelles de consommation, et bref, que tout ça augmente. Formulé autrement, si vous voulez vendre quelque chose, okay, ben vous préférez le faire quand les gens vont l'acheter, c'est logique. Alors que si maintenant les gens diminuent leurs dépenses, ici dans cette phase de contraction, de récession, vous n'avez peut-être pas envie d'étendre votre business en investissant dans les nouvelles machines et dans des nouvelles entreprises, etc. Donc du coup, les investissements ici fixes, qui sont quasi la totalité du coup du Gross Private Domestic Investment, vont être très cycliques, ok. Mais en même temps, ils peuvent c'est pas français, ils peuvent aussi fluctuer énormément à court terme, parce que les entreprises ont tendance à, si elles anticipent une baisse de la production, couper leurs investissements fixes, et à l'inverse, si elles anticipent une hausse de la production, elles vont augmenter très rapidement leurs investissements. Okay, mais donc ça peut être assez volatile d'un mois sur l'autre, mais de toute façon ici ce qu'on observe c'est des mesures trimestrielles pour le PIB, donc voilà. Mais donc retenez simplement que, ok, est-ce que les investissements fixes diminuent? Donc ça veut dire que les entreprises globalement anticipent
un ralentissement de la conjoncture économique ou est-ce qu'ils augmentent? Ça veut dire que les entreprises anticipent peut-être une reprise économique et la fin de l'environnement de taux élevés, etc. Exportation nette, je ne vais pas en parler davantage parce que c'est qu'une composante mineure, ok, du PIB. Mais disons simplement que les importations sont plus élevées que les exportations aux États-Unis. Et puis pour les dépenses du gouvernement, au niveau fédéral, donc ça veut dire au niveau national, c'est à peu près un tiers, ok, des dépenses du gouvernement. Et le niveau local ou pour les États aux États-Unis, c'est à peu près 2 tiers. Voilà. Bref, donc avec tout ça, vous avez une idée des différentes catégories du PIB. Bien évidemment, après, en fin de vidéo, je vais peut-être expliquer, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je vais peut-être expliquer l'impact sur les prix. Mais disons simplement que, autre élément très important, indépendamment du fait de regarder les catégories, c'est de regarder les price deflators, donc les déflateurs de prix du PIB. Ce qui est génial avec la publication du PIB, c'est que l'entreprise qui publie le PIB, je crois que c'est le BEA, va calculer des indices de prix sous-jacents qui vont nous permettre d'avoir une idée de l'inflation dans l'économie à un certain trimestre. Alors elle en publie plusieurs. Mais alors, ouais, ok, on va faire autrement. Je vais directement prendre le rapport parce que sinon ça va être difficile à vous montrer. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur la test release et alors c'est celui-ci. Attendez, celui-ci, voilà. Donc ça, c'est celui du 3e trimestre. Celui qui va sortir, c'est celui du 4e trimestre, ok? Et donc ici, vous avez un résumé du rapport et normalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Même si, du coup, je préfère, pour ma part, prendre le rapport complet. Related Materials, Full Release and Table. Et alors, donc en table 1, vous avez ce qu'on a vu, hein, je vous ai fait un petit résumé, mais donc ici vous avez le GDP, on voit les dépenses personnelles de consommation, l'investissement, les exportations et les dépenses du gouvernement, ok? Et ça s'arrête ici. En dessous, c'est un addenda. Okay. Et alors par exemple, on peut voir qu'au 3e trimestre, le PIB était très élevé par rapport aux 3, même, enfin par rapport à tous les trimestres précédents en fait. Le niveau le plus élevé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres. Oui, même 7 du coup, voilà. Essentiellement grâce à une hausse des dépenses personnelles de consommation, et puis alors on peut regarder dans le détail, hein, on voit quand même qu'on a une augmentation des dépenses personnelles de consommation dans des biens durables, ce qui est curieux, parce que du coup, on est dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Ça par exemple, c'est quelque chose qu'on peut noter. On voit aussi qu'on a une hausse de l'investissement et on voit du coup qu'on a au niveau, donc c'est quelle catégorie? La structure, donc les entreprises continuent d'investir dans des structures, ok, et dans du résidentiel, ce qui est curieux parce que le secteur immobilier a des taux d'intérêt hyper élevés en ce moment, donc ça aussi on pourrait se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? L'économie est hyper résiliente alors que normalement elle devrait ralentir, et donc après on peut commencer à avoir toute une réflexion, etc. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi? Bon, globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, je vous invite à, si vous voulez, simplement commencer à prêter attention à chaque chiffre et à essayer de tirer des conclusions. Table 2, c'est ici, donc table 2, c'est les contributions. Okay, donc par exemple ici en pourcentage, on voit que dans les 4,9% de croissance, il y a 2,11% de dépenses personnelles de consommation, dont 1,09% de biens, etc. Okay, et 1,202% de services, etc. C'est les contributions, ça vous permet de voir du coup qu'est-ce qui a le plus contribué à la croissance du PIB ou qu'est-ce qui a pesé sur la croissance du PIB. Okay, alors ce qui m'intéresse et ce dont je voulais parler, c'est la table 4, Price Indexes. Donc comme je l'ai dit, du PIB, on peut déduire des indices de prix qui vont nous donner des informations sur l'inflation. Alors, il y a 3 indicateurs. Ok, je vais peut-être juste faire un screenshot pour travailler avec ça. On va se mettre à 100, c'est un peu petit. 110, est-ce qu'on a tout? Ouais, on a tout. Nickel. Ok, donc il y a 3 indicateurs de prix sur lesquels on va vouloir se concentrer. Donc on a l'indice des prix PCE, et là déjà ça vous donne, vous vous dites, oh, PCE comme le rapport de vendredi, c'est pas exactement la même chose, mais c'est plus ou moins la même chose. Et alors on a les déflateurs implicites du PIB, où on a du coup le déflateur implicite du PIB et le déflateur implicite du Gross Domestic Purchases, désolé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 indicateurs sur lesquels on va vouloir se concentrer. Alors pour le dire simplement, en général, on regarde le déflateur implicite du PIB, qui était à 3,3%. C'est une mesure de l'inflation. Donc l'inflation mesurée par rapport au PIB, donc ça veut dire qu'on a utilisé le PIB pour calculer les données d'inflation,
était de 3,3% sur l'ensemble du troisième trimestre de 2023. C'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs la mesure que Forex Factory utilise. Si vous regardez ici, parce qu'ils le mettent en orange, Advanced GDP Price Index, vous voyez que c'était à 3,3%. C'est ce que vous voyez ici en tout petit. Là, 3,3%. Ok? Donc c'est la mesure générale de l'inflation. Après, pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième indicateur de prix, donc qui s'appelle Gross Domestic Purchases? Il faut tenir compte du fait, en fait, que cet indice de prix GDP, donc PIB, ne tient pas compte du prix des importations. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change, on s'en fiche? Ben, en réalité, non, surtout dans l'environnement actuel. Pourquoi? Parce que le prix des importations, qu'est-ce que les États-Unis importent? Ben, les États-Unis importent notamment du pétrole, de l'énergie. Ok? Et qu'est-ce qu'on a vu dernièrement avec les prix du pétrole? Ben, on a vu beaucoup de fluctuations à la hausse comme à la baisse. Et donc en réalité, et c'est ce qui explique la différence en fait entre ces deux indices-là, donc ici on voit qu'on a 3,3 pour l'indice général et 2,8 pour l'indice Gross Domestic Purchases, parce que celui-ci prend en compte le prix des importations. Et donc, dernièrement, qu'est-ce qu'on observe? On observe, pardon, un ralentissement, enfin en tout cas une baisse du prix du pétrole. Il n'y a plus autant de pression inflationniste sur le marché du pétrole qu'avant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'inflation, quand on tient compte de la baisse des prix du pétrole, est moins élevée que l'inflation qui est simplement mesurée par rapport au prix des exportations et les prix de tout ce qui est dans l'économie américaine. Ok? Mais donc voilà, pour le dire simplement, de façon générale, prenez en compte ce déflateur de prix-là, qui est la ligne 37. Mais si maintenant, peut-être que maintenant c'est plus trop nécessaire parce que le marché du pétrole s'est un peu calmé, mais avant qu'on avait des grands swings sur le marché du pétrole, ce serait peut-être intéressant de plutôt regarder l'inflation aux États-Unis par rapport à cette mesure-ci, le Gross Domestic Purchases, ok? Alors après, comme je l'ai dit, il y a aussi le Personal Consumption Expenditure. Le Personal Consumption, donc le PCE, l'indice des prix PCE, qui ici s'est établi à 2,6%. C'est aussi une mesure de l'inflation, mais c'est uniquement une mesure de l'inflation dans les dépenses personnelles de consommation. Ça ne prend pas en compte, par exemple, les dépenses d'investissement. Pourquoi c'est plus intéressant de prendre cette mesure-là? Pour la Fed, je précise. Parce qu'il faut savoir que l'inflation mesurée par l'indice des prix PCE est la mesure privilégiée de la Fed. Pourquoi? Parce que c'est une mesure plus fiable ou plus juste de l'inflation qui touche les individus comme vous et moi. La Fed, en réalité, avec ses taux d'intérêt et ses politiques monétaires, n'a pas vraiment d'influence sur les prix de l'énergie. Et si on prend la mesure globale, donc ici GDP Price Deflator, elle prend en compte, bon pas dans ce cas-ci, enfin quoi que si, parce qu'il n'y a pas que de l'énergie importée aux États-Unis, il y a aussi de l'énergie produite. Mais elle prend en compte du coup les prix de l'énergie, ou globalement, elle prend en compte des éléments sur lesquels la Réserve fédérale n'a aucun pouvoir d'action. Okay? Et donc, pourquoi la Fed aime bien regarder les dépenses personnelles de consommation? Parce qu'avec sa hausse ou sa baisse de taux d'intérêt, elle peut directement influencer les dépenses personnelles de consommation. Alors qu'elle aura beau augmenter ou diminuer les taux, ça n'aura aucun impact sur, par exemple, les décisions de l'OPEC qui vont choisir d'augmenter ou diminuer l'offre de pétrole. Donc en gros, pour le dire simplement, cette mesure-ci est une mesure plus fiable ou plus réaliste de l'inflation qui touche, enfin plutôt de l'inflation sur laquelle la Fed peut avoir un impact, d'accord? Donc voilà, ça c'est du coup les trois indicateurs. Alors, par rapport à tout ça, ben, vous pouvez vous dire, ok, mais je regarde quoi du coup? Retenez de façon générale, ligne 37, table 4, ok? Mais de toute façon, il est mis sur Forex Factory, ok? C'est l'indice ici, pour avoir une idée des pressions inflationnistes dans l'économie américaine sur le trimestre. Si maintenant vous voulez regarder un peu plus en détail ce qui se passe, peut-être regarder la ligne 38, ok? Donc la ligne 38 pour tenir compte du prix des importations, voir du coup si la baisse de l'inflation aux États-Unis est essentiellement due à une baisse des prix de l'énergie ou d'autres choses importées. Ça peut être intéressant aussi. N'oubliez pas que l'économie américaine est une économie qui importe énormément. Et alors pour les dépenses personnelles de consommation, regardez ça si vous voulez évaluer la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Est-ce que la Fed va être satisfaite de voir une inflation PCE à 2,6%? Mais ça, on va en parler plus en détail dans l'application juste après. Et donc voilà, ça c'est pour les indices de prix. Je vais reprendre mon tableau. Et j'avais noté juste ici, donc voilà, le déflateur GDP, donc celui qu'on a vu tout en bas, c'est en général le Gross Domestic Purchases déflateur, c'est si les prix d'importation sont élevés, par exemple le pétrole, et pour le PCE Price Index, c'est quand vous voulez, c'est ce qui intéresse la Fed. Ok,
Ben voilà, on avance. Bon, maintenant, dernier rapport. Punaise, la vidéo est hyper longue. Même moi, j'ai du mal à la faire parce que je parle. Bref, on continue. L'indice des prix PCE, ce sera la dernière publication qu'on va avoir cette semaine, vendredi, d'accord? Alors, beaucoup de personnes, quand ils entendent PCE, se disent « Ah, il y a le PCE qui sort, il y a le PCE qui sort, il y a le PCE qui sort ». J'aimerais préciser que le PCE et l'indice des prix PCE, ce n'est pas la même chose. C'est très important de le savoir parce que quand vous parlez du PCE, c'est les Personal Consumption Expenditures, c'est les dépenses personnelles de consommation. Ça n'a rien à voir avec l'inflation, c'est juste des dépenses. C'est est-ce que j'ai acheté ça, ok? Par contre, si on parle de l'indice des prix, ça mesure l'inflation. Et cet indice des prix est calculé sur base des dépenses personnelles de consommation. Et donc quand vous parlez du PCE, que ce soit entre traders ou quoi, ou je sais pas moi, à votre mère, ou enfin bref, quand vous parlez du PCE, précisez si vous parlez juste des dépenses personnelles de consommation, donc juste du PCE, ou est-ce que vous parlez de l'indice des prix, donc le PCE PI, PCE Price Index, ok? Ça, c'était une première parenthèse. Donc, le PCE, donc les dépenses personnelles de consommation, du coup je devrais même dire les PCE, les Personal Consumption Expenditures, ou alors les DPC pour les dépenses personnelles de consommation, ça compte pour environ 2/3 du PIB, on l'a vu tantôt, vous vous souvenez avec le petit tableau ici, vous voyez que les dépenses personnelles de consommation comptent pour 70% du PIB. Ok? Le PCE et le PCE Price Index ne sont pas la même chose, c'est très important de le savoir, ou en tout cas au moins sachez que vous regardez deux choses différentes. Et encore plus important, c'est que le PCE, c'est pas un rapport en lui-même. Le PCE, en réalité, c'est l'une des 3 catégories du rapport du BEA. Donc je suis ici, voilà. Le PCE est l'une des 3 catégories du rapport du BEA. Le rapport du BEA, c'est quoi? C'est le Personal Income and Outlays Report. Ok? Donc, si je vais par exemple prendre ce rapport, qu'est-ce que vous voyez en haut de la page? Personal Income and Outlays pour novembre 2023. Et le rapport qu'on va avoir va nous donner les chiffres de décembre. Okay, donc c'est un rapport qui mesure plus que juste le PCE et le PCE-PI. Donc si je clique sur Current Release, ici c'est rare que j'aille dans le Full Release and Tables. Okay, généralement je reste juste sur ce tableau-ci qui est un bon résumé et à tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais donc, le PCE publie le rapport du BEA nous donne 3 indicateurs, si je peux appeler ça comme ça. On a le Personal Income, on a le Disposable Personal Income, donc le DPI ici, et on a le Personal Consumption Expenditure, qui est le fameux PCE. Alors pour le voir directement, vous le voyez ici, Personal Income, Disposable Personal Income, qui est le DPI, et le PCE. Et ensuite seulement, oups, attendez, on va y arriver, tchac, 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 et c'est ensuite seulement, en plus du rapport principal, qu'on a en dessous, laissez-moi faire une ligne, les indices de prix. Mais le rapport en lui-même, c'est ça. Ok? Donc, je vais juste reprendre mes notes. Ou non, je vais rester plutôt sur le tableau. Donc, c'est pas compliqué du tout à lire en soi, même si au début ça fait un peu peur, mais c'est vraiment pas compliqué à lire. Donc vous avez l'année 2023, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ok? Donc vous avez les données des 5 derniers mois. Le dernier mois, forcément, c'est le mois de novembre. Ici, du coup, la publication, quand vous la regarderez vendredi, vous aurez décembre. Et du coup, ici, août, septembre, octobre et novembre. Et puis là, décembre, ok? Donc ça, les colonnes, c'est facile. Qu'est-ce que les colonnes nous donnent comme chiffre? C'est le pourcentage de changement par rapport au mois précédent. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette donnée-là, je vais expliquer après, mais a augmenté de 0,4% en novembre par rapport à octobre. Okay, jusque-là, très simple. Donc les 3 mesures, c'est quoi? Personal income, c'est le revenu personnel. Donc c'est une mesure très intéressante. Vous vous souvenez, je vous ai parlé tantôt de la boucle salaire-prix. Si les revenus personnels augmentent, il y a 2 potentielles raisons à ça, si on simplifie. Soit il y a plus de personnes qui travaillent, soit il y a une augmentation des salaires. Mais dans les 2 cas, ça risque de pousser à des pressions inflationnistes. Si vous voyez que les revenus personnels sont restés dans une fourchette allant de 0,2 à 0,4% au niveau de l'augmentation, c'est important de ne pas voir en ce moment, encore une fois, parce qu'on est... En fait, tous les rapports que je lis ici, c'est important de les lire et de les mettre en lien avec l'environnement économique actuel. L'environnement économique actuel, en quelques mots, c'est quoi? On a eu une inflation trop élevée aux États-Unis, à cause, encore avant, si vous remontez, des décisions qui ont été prises pendant le Covid, d'injecter beaucoup de l'argent dans l'économie pour relancer l'économie. Ok.
on a déjà quelque part payé les conséquences au niveau de l'inflation de ces décisions-là qui étaient prises par le passé. Donc on a eu une inflation très élevée, et là maintenant cette inflation diminue, et elle diminue grâce à quoi? Grâce aux décisions de politique monétaire des banques centrales, dont la Fed, qui a du coup augmenté ses taux d'intérêt pour d'une part ralentir l'économie, ralentir le marché du travail et ralentir l'inflation. Okay, donc ça c'est l'environnement, la conjoncture économique dans laquelle on se trouve. Par rapport à ça, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on aimerait observer au niveau des dépenses personnelles, du revenu personnel, le personal income, on aimerait observer un ralentissement du revenu. Alors, pas vraiment un ralentissement, puisque votre revenu ne va jamais diminuer, à moins que vous changiez de boulot ou quoi, mais je veux dire, si vous aviez un métier, imaginons que vous avez une augmentation de votre salaire, il n'y aura jamais de diminution du salaire. Alors ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Et si vous étudiez les théories économiques, on dit même que on pourrait diminuer les salaires, mais on ne le fait jamais. Pour tout un tas de raisons, je vous invite à aller regarder un cours d'économie ou quoi. Mais bref. Le revenu personnel, on aimerait observer un ralentissement, en tout cas, de la croissance du revenu personnel. Pourquoi? Parce que sinon, il y a ce risque de boucle salaire-prix, alors que la Fed essaye de ralentir l'inflation. Okay, bref, c'était une petite parenthèse. Mais donc, juste, quand vous analysez les rapports, mettez-les toujours en lien avec la conjoncture économique dans laquelle on est. Okay, donc, revenu personnel. Le DPI, donc le Disposable Personal Income, c'est le revenu personnel disponible. Parce que tu peux avoir un revenu personnel qui augmente, mais si l'inflation augmente beaucoup, donc imaginons, t'es content, tu as eu une hausse de ton salaire, cool, mais en fait l'inflation est hyper élevée, en réalité ton revenu réel, je ne devrais pas utiliser le mot réel, ton revenu disponible n'est pas si élevé que ça, parce qu'il a juste augmenté pour s'adapter à l'inflation, mais en réalité tu n'as pas gagné plus d'argent, ton pouvoir d'achat n'est pas plus grand, parce que tu as un salaire plus élevé, étant donné que les prix dans l'économie sont aussi plus élevés. Donc ça c'est le Disposable Personal Income, c'est une mesure plus juste du revenu des personnes dans l'économie. Mais là on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la croissance du revenu personnel et du revenu disponible. Et puis la troisième mesure, celle dont tout le monde parle, c'est les Personal Consumption Expenditures, donc les dépenses personnelles de consommation. C'est ce qu'on a vu dans le PIB que j'avais expliqué tantôt, c'est simplement les dépenses des gens, qui peuvent être faites dans des biens, dans des services, et dans les biens particulièrement, ça peut être dans des biens durables ou non durables. Et petite parenthèse, un bien durable, c'est quoi? C'est un bien dont l'espérance de vie est estimée à 3 ans ou plus, et un bien non durable, c'est un bien pour lequel l'espérance de vie est estimée à 3 ans ou moins. Et donc j'avais donné l'exemple des biens non durables, et ça peut être du coup de l'alimentaire, et des biens non durables, c'est de l'alimentaire, des biens durables, c'est par exemple des meubles, des biens d'équipement, une voiture, etc. Ok? Voilà. Autre parenthèse, peut-être que certaines personnes se demandent c'est quoi la différence entre current dollars et chain dollars. On a deux mesures en fait, et dans le PIB aussi d'ailleurs, il y a ces deux mesures-là. Le current dollar, c'est un autre terme, c'est les dollars réels. Et le chain dollar, c'est le dollar nominal. Ok? Réel et nominal, pour être sûr que vous compreniez bien, je vous invite à taper par exemple réel nominal. Et alors, il va vous donner la... ouais, ici c'était là. C'est la même chose, mais bref. Donc ce qu'on appelle une valeur réelle, c'est une valeur qui est corrigée de l'inflation. Donc quand vous allez regarder ce rapport, vous avez envie de lire les valeurs réelles. Les valeurs réelles qui sont aussi current dollars, si je ne dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier pour être sûr que je ne vous dis pas de bêtises. Si je mets... c'était quoi? Attendez, hein. Current dollars. Ouais, bien sûr. Dollar courant, ouais, merci. Mais donc, si je dis pas de bêtises au pire, vous pouvez vérifier par vous-même, c'est un bon actionable step, comme on dit. Mais donc, bref, la valeur que vous voulez regarder, c'est celle-ci, ok? C'est en current dollars, même chose pour les PCE, c'est en current dollars. De toute façon très simple de le regarder, c'est de voir est-ce que, pam, tac, next 40 days, c'est plus loin, voilà, PCE, non pas le Price Index, Personal Spending 0,2, ouais, donc c'est bien ce que je disais, c'est le current dollar. Donc le current dollars, c'est la mesure en valeur réelle. La valeur réelle, c'est la valeur ajoutée de l'inflation. Pourquoi c'est important? Pour vous l'expliquer très simplement, c'est que si maintenant, je vais pas faire de dessin, simplement écoutez-moi. Si maintenant, imaginons que la valeur réelle des dépenses augmente, on peut se dire, ok, donc les gens ont dépensé plus, mais pas nécessairement.
pardon, si la valeur nominale augmente. La valeur nominale, donc c'est la valeur des dépenses personnelles de consommation qui n'est pas ajustée à l'inflation. Si maintenant ces dépenses de consommation augmentent en valeur nominale, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a vendu plus de biens ou que les dépenses ont augmenté. Je m'explique. Pardon, je m'explique. Imaginons que vous êtes une entreprise ou un employeur et vous vendez des biens. Imaginons que vous vendez des chaussures. Imaginons que vous vendez 100 chaussures à 1 dollar, et donc, enfin 100 paires de chaussures à 1 dollar, et donc vous avez fait 100 dollars. Cool. Si maintenant, donc ça c'est la valeur nominale, vous avez vendu pour 100 dollars de chaussures. Si maintenant, l'année suivante, vous vendez pour 120 dollars de chaussures, mais je vous dis que non, vous avez quand même vendu 100 paires de chaussures. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez vendu le même nombre de chaussures, donc en réalité, si on va du côté des acheteurs, les dépenses n'ont pas augmenté. Enfin, en tout cas, les gens n'ont pas acheté plus de chaussures, mais ont dépensé plus d'argent. Mais dans ce cas-ci, ça s'explique non pas par une augmentation de la production, j'ai pas vendu plus de chaussures, j'ai simplement vendu mes chaussures plus chères parce qu'il y avait de l'inflation et je voulais ajuster mes prix à ceux du marché. Et donc peut-être qu'au lieu de vendre mes chaussures à 1 dollar à la paire, je les vendais à 1,2 dollars. Et alors à ce moment-là, j'ai vendu pour 120 dollars de chaussures en valeur nominale. Donc il y a eu une augmentation dans ce cas-ci du coup de ma production, enfin quelque part du PIB de mon entreprise, il y a eu une augmentation de mon output, de mon produit, de 1,2%. Non, attendez. Enfin bref, il y a eu une augmentation, mais je n'ai pas vendu plus de chaussures, donc l'output n'a pas diminué. Si on se remet du côté des consommateurs, du coup, les dépenses personnelles de consommation, c'est pas parce qu'elles augmentent que les gens dépensent, ou plutôt que les gens achètent plus de choses. Ça peut être simplement parce qu'ils payent plus cher pour les mêmes biens. Donc c'est important à savoir, et donc comment savoir, est-ce qu'ils ont dépensé plus parce que la vie est plus chère, ou est-ce qu'ils ont dépensé plus parce qu'ils achètent plus? Pour savoir ça, il suffit de regarder la différence entre le dollar réel et le dollar nominal. Et donc en dollar nominal, on voit que les dépenses personnelles ont augmenté de 0,3%, mais qu'elles n'ont augmenté que de 0,2% en dollars réels, ce qui veut dire que peut-être qu'il y a, bon je ne sais jamais l'un ou l'autre, souvent c'est une combinaison des deux effets, mais les gens ont peut-être dépensé un petit peu plus que le mois précédent parce qu'ils ont acheté plus, mais aussi parce qu'ils ont dû payer un petit peu plus cher pour certains biens et services. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre nominal et réel. Si jamais, je vous invite à aller simplement taper réel nominal sur Google et alors à lire, bon là c'est en anglais, mais comprendre la différence entre les deux, c'est assez important. Mais donc retenez juste qu'on regarde la valeur réelle. Pourquoi? Parce qu'elle est ajustée de l'inflation. Et du coup, ça nous donne une mesure plus réelle, justement, littéralement, de la santé de l'économie. Ok? Donc, je ne sais plus trop où on était. On était au Personal Consumption Expenditure. Donc ça, c'est les dépenses personnelles de consommation. Je vais vous donner quelques exemples. Et alors, on a les indices de prix dont je parlerai après. J'ai pas besoin de m'attarder tant que ça sur les trois catégories. Mais donc, revenus, juste j'aimerais faire un parallèle avec Forex Factory. Donc, juste quand vous voyez Personal Income, Disposable Personal Income and Personal Consumption Expenditure, sur Forex Factory, ils vont appeler ça du coup Income, le revenu. Et ça, soit ils vont l'appeler Outlays, qui veut aussi dire les dépenses, ou alors ils vont l'appeler, donc Outlays, bon, je ne vais pas l'écrire en entier, soit ils vont l'appeler Spendings. Okay. Mais donc quand vous regardez ici, vous voyez que ici on avait 0,2% de dépenses et 0,4% de revenus. C'est ce qu'on a sur Forex Factory. Il faut juste que je mette en jaune, je crois. Voilà. Income, spending, 0,4% de revenus, 0,2% de dépenses. Ok. Mais donc c'est ces cases-là dans le tableau. Hein. 0,2 et 0,4 ici. Ok. Bref, Core PCE Price Index, ici c'est l'indice de prix, parce que vous voyez que c'est 0,1. Mais ici, qu'est-ce qu'il est mis 0,2. Pourquoi? Parce que c'est pas ça, c'est pas cette ligne-là, c'est cette ligne-là. Pardon. Oui, c'est cette ligne-là. Ok? D'ailleurs, attends, pourquoi? Ah oui, parce qu'ils prennent l'indice sous-jacent, pardon. Donc, même moi, j'ai mal lu, c'est Core PCE Price Index. Donc, c'est cette ligne-là. Bon, désolé, bref, c'est ça. Ok. Bon, on va parler des indices de prix, mais je vais reprendre, parce que là je suis un peu en train de faire un truc random, je vous explique un peu ce qui me passe par la tête, je vais quand même continuer à suivre mes points. Donc du coup, je vous ai parlé des trois catégories, le PCE, les dépenses personnelles de consommation, ou les DPC, si vous voulez le dire en français, c'est l'une de ces trois catégories, ok. C'est qu'une partie du rapport du BEA, mais c'est la partie sur laquelle on va s'intéresser le plus. Et alors, bon, je ne vais pas refaire tout mon discours avec l'économie et le fonctionnement d'un cycle économique, mais quand les dépenses augmentent, c'est généralement que les gens considèrent que la conjoncture économique est bonne. Et donc, ce qu'on aimerait observer ces derniers temps, c'est un ralentissement des dépenses personnelles de consommation, particulièrement dans le secteur des services, pour que l'inflation du secteur des services diminue. Okay. Alors,
Le PCEPI, maintenant, hop, le PCEPI, le Personal Consumption Expenditure Price Index, c'est un indice de prix qui est calculé sur base du PCE. Mais ce n'est pas la même chose, j'insiste. Ne confondez pas PCE et PCE Price Index. Tout comme dans le PIB, vous vous souvenez, dans le PIB, on a les déflateurs implicites du PIB. Donc c'est des mesures d'inflation qui sont calculées par rapport aux données qu'on avait sur le PIB. Et bien ici, l'indice des prix, c'est une donnée qui est calculée, donc une donnée d'inflation qui est calculée sur base des dépenses personnelles de consommation, donc cette petite catégorie-là. Ok ? Alors, je vais reprendre ceci. Et on va nettoyer un peu. Tchac. Donc on a plusieurs mesures, et c'est encore une fois très simple à lire. On a l'indice des prix PCE, et ça c'est je vais plutôt le noter comme ceci. Donc ça c'est la mesure mensuelle, et ça c'est la mesure annuelle. C'est censé être un A. Ok. Donc d'un mois sur l'autre, ici vous avez l'évolution du PCE, donc l'indice des prix, il est noté ici, l'indice des prix PCE d'un mois sur l'autre par rapport du coup au mois d'octobre, en novembre. Donc on voit ici que, si je dois le dire en français, l'inflation aux États-Unis, mesurée selon l'indice des prix PCE, a diminué de 0,1% en novembre par rapport au mois d'octobre. Ça, c'est si je devais faire une belle phrase en français pour expliquer ce que ce chiffre veut dire. Et alors, on peut continuer comme ça. L'indice des prix, blablabla. Alors ici, c'est l'indice des prix sous-jacent. Donc là, si je devais le dire en français, l'inflation aux États-Unis, sans tenir compte des prix de la nourriture et de l'énergie, a augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois d'octobre. Pourquoi en excluant la nourriture et l'énergie? Parce que c'est des mesures qui ont tendance à être volatiles. Les prix de l'énergie et les prix de la nourriture peuvent beaucoup changer, mais en raison de facteurs externes à ce sur quoi la politique monétaire peut avoir un impact. Comme je l'avais expliqué tantôt, les prix de l'énergie peuvent varier indépendamment de la politique monétaire de la Fed, et les prix de la nourriture aussi peuvent varier, par exemple si on a des conditions climatiques favorables ou défavorables. Donc voilà. Et alors la Fed préfère regarder ces mesures-là, donc l'indice des prix, PCE, je l'avais expliqué tantôt pourquoi, parce que c'est une mesure plus étroite de l'inflation et plus juste, et particulièrement l'indice sous-jacent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un grand pouvoir, comme je l'ai dit, sur l'inflation de la nourriture et de l'énergie. C'est plutôt des facteurs indépendants de sa volonté. Et donc elle va vraiment se concentrer sur le cœur, c'est pour ça qu'on appelle ça le core PCE, sur le cœur de l'inflation, qui va être les dépenses dans les biens, les dépenses dans les services, etc. Mais ceux qui ne sont pas liés à l'énergie. Ok? Donc, et puis on va bientôt clôturer du coup. Oui, du coup, je disais, donc ça c'est la mesure mensuelle, donc ça je l'ai lu. Ça c'est la mesure annuelle, donc sur un an, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6%. Quand vous entendez la cible d'inflation de la Fed est de 2%, c'est ça qu'elle aimerait voir descendre à 2%. Donc on voit qu'elle y est presque, mais qu'elle n'y est pas encore. Et qu'il y a encore un peu de boulot. Et puis alors ça c'est la mesure qui exclut les prix de la nourriture et de l'énergie. Et on voit d'ailleurs que ça aussi c'est une conclusion instantanée qu'on peut tirer. Pourquoi l'indice global, donc celui-ci, est inférieur à l'indice, ce qu'on appelle core ou sous-jacent, qui exclut la nourriture et l'énergie? Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Non. Tout simplement parce que du coup cet indice-là, comme il ne prend pas en compte les prix de l'énergie, et que la baisse récente des prix dans l'économie a essentiellement dû à une baisse des prix de l'énergie, ça explique pourquoi l'indice global du coup est inférieur à l'indice sous-jacent, parce que quand on enlève la baisse des prix de l'énergie, forcément l'inflation est un peu plus élevée que ce qu'il n'y paraît dans l'indice global. J'espère que vous avez compris tout ce que je viens de dire, global, sous-jacent, machin bazar. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Juste une dernière précision, j'avais noté encore un truc. Donc je dis le PCE, et d'ailleurs voilà, même moi je fais la faute, c'est le PCE Price Index, et la mesure privilégiée par la Fed. Donc il faut savoir que le rapport PCE est retardé d'un mois par rapport au CPI. C'est très important. Pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient se dire, mais attends, c'est simple, laissez-moi prendre, je vais rester là-dessus, ok? C'est simple, imaginons que dans les données CPI, j'observe une inflation élevée, du coup le PCE va me donner une inflation élevée. Alors c'est possible, enfin oui et non, mais disons que le CPI, si je prends la dernière donnée CPI, c'est, laissez-moi regarder, décembre. Ok?
Si je prends la dernière donnée PCE, c'est novembre. Et c'est important à savoir, donc si vous regardez simplement ici, on était dessus, voilà, cette page-là, Personal Income and Outlets, la dernière publication c'est novembre, ce qui va sortir c'est décembre, alors qu'on va avoir les chiffres d'inflation pour janvier. Donc faites attention quand vous comparez vos données, les données qui sont là, par exemple ici on voit qu'on a 2,6% d'inflation PCE, en réalité, l'échantillon qu'on a mesuré, du coup c'est le mois de novembre, il faut le comparer, 2 secondes, je vais juste prendre l'inflation aux États-Unis. Hop, il faut le comparer non pas ici à l'inflation en, que je dis pas de bêtises, décembre, mais en novembre. Donc qu'est-ce qu'on observe? Et c'est ça qui est intéressant. Ici on voit un recul de l'inflation. Donc voilà, on était à 3,4, 2,9, 2,6. L'inflation continue à diminuer. Mais qu'est-ce qu'on a observé en décembre? Une hausse de l'inflation à 3,4%. Donc peut-être, et je mets bien des guillemets autour de ça, peut-être que ici l'inflation, quand elle sortira vendredi, nous donnera une surprise à la hausse. Pourquoi? Parce que dans l'indice d'inflation IPC, on a vu une résurgence de l'inflation à 3,4%, essentiellement en raison d'effets de base, certes. Et quand je dis en raison d'effets de base, ça veut dire à cause des prix de l'énergie et de la nourriture. Essentiellement en raison d'effets de base, mais ça n'empêche qu'on a quand même eu une résurgence de l'inflation aux États-Unis. Donc peut-être que ce qu'on observera ici, c'est une remontée de l'indice des prix PCE peut-être à 2,6 et plus, donc 2,7, 2,8, 2,9, et par contre une baisse continue de l'inflation sous-jacente. Alors les analystes ont déjà pris ça en compte, c'est pour ça que dans leurs anticipations, je vais prendre mon calendrier pour vous montrer, c'est pour ça que dans leurs anticipations, ce qu'ils anticipent c'est du coup une stagnation de l'inflation à 2,6%, parce qu'ils se disent, ouais, les prix vont plus continuer à diminuer autant parce qu'il y a les effets de base qui vont venir taper. Par contre, l'indice sous-jacent va continuer à diminuer un peu à 3,0%. En fait, ça rejoint un peu les dynamiques qu'on a observées ici pour l'indice global et l'indice sous-jacent, Core Inflation Rate, qui a quand même diminué à 3,9%. Donc l'inflation sous-jacente continue de diminuer, l'inflation globale est repartie à la hausse. Alors comme le CPI et le PCE ont des mesures, des techniques pour mesurer l'inflation différentes, les résultats sont différents. Mais globalement, la dynamique est la même. L'inflation globale présente une sorte de stagnation à cause des pressions sur les prix de l'énergie. Par contre, l'inflation sous-jacente continue de diminuer. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde juste... Ouais, on a fait le tour, ok. Alors, j'aurais bien aimé... Mais comme la vidéo est très longue et j'ai pas envie de garder la vidéo genre hyper longue, là on est à plus d'1 heure, donc j'ai pas envie de faire durer davantage la vidéo. J'aurais bien aimé vous montrer l'impact que les rapports peuvent avoir sur le prix. Mais donc je vais simplement vous le résumer. Ok. Donc, seconde. Pour ce qui est du PMI, c'est très simple. Comme je l'ai dit, vous devez regarder le PMI par rapport à la conjoncture économique dans laquelle on est. Dernièrement, le secteur manufacturier est en contraction aux États-Unis, ok, donc sous le niveau 50, et le secteur des services est en expansion. Si on observe un ralentissement du secteur des services, ça veut dire que quelque part c'est une bonne nouvelle pour la Fed, mais ça veut dire aussi que les pressions sur les prix pourront diminuer. On va particulièrement vouloir regarder les indices sous-jacents qui sont le prix, l'emploi et les nouvelles commandes. On peut aussi regarder la production, parce que ça va nous donner des indications sur l'état de santé de l'économie américaine en général. Okay, pour l'impact sur les prix, c'est simple. Si par exemple le secteur manufacturier s'enfonce davantage en territoire de contraction, c'est pas hyper bon pour l'économie américaine parce que contraction égale entre guillemets potentielle récession. Pour le secteur des services, si maintenant le secteur des services se rapproche davantage du niveau 50, qui est le niveau juste avant de passer en territoire de contraction, même chose, ça signale un ralentissement de la conjoncture économique aux États-Unis, ce qui est une bonne chose en soi pour la Fed, parce que ça veut dire que sa politique monétaire est efficace, mais d'un autre côté, ça veut aussi potentiellement dire que ça nécessitera des baisses de taux plus rapides de la Fed, et donc on pourrait avoir une réappréciation, ou plutôt une réévaluation des anticipations en matière de taux, les anticipations concernant la trajectoire des taux d'intérêt, et alors les investisseurs pourraient se mettre à anticiper une baisse des taux dès le mois de mars. Ça c'est pour le PMI, okay, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pour le PIB, alors là c'est beaucoup plus tricky d'interpréter la donnée. Pourquoi? Parce que comme je l'ai montré, il n'y a pas juste le chiffre global, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais ce qu'on aura envie de voir globalement, c'est est-ce que le PIB va augmenter de 2% ou plus? Si maintenant on observe une surprise à la hausse et que le PIB augmente de 2,1, 2,2, 2,4, même 2,5 ou plus %, cette surprise à la hausse veut dire que, ok,
La Fed tente de ralentir l'économie, mais l'économie ne ralentit pas. L'économie américaine est toujours solide, elle est résiliente, et non seulement ça enlève la possibilité d'un hard landing pour l'économie américaine, mais en plus ça fera craindre à la Fed qu'elle doive davantage, non pas resserrer les taux, mais les maintenir plus longtemps en territoire restrictif pour réussir à lutter contre ce monstre qu'est l'inflation. Ok. Ensuite, on a l'indice des prix. Ah oui, et juste petite parenthèse, on observera aussi l'indice des prix avancé ici du PIB, qui quelque part nous donnera des indications sur ce que l'indice ici sera potentiellement. Attention que cette mesure-là est trimestrielle et comporte du coup le trimestre. Donc c'est le dernier trimestre de l'année passée, donc c'est octobre, novembre, décembre, et ça, la mesure du prix PCE, c'est pour le mois de décembre. Et donc aussi, donc en fin de semaine, on regardera l'indice des prix PCE. Une résurgence de l'inflation aux États-Unis serait clairement bullish pour le dollar. Pourquoi? Parce que si l'inflation remonte aux États-Unis, ça veut dire que la Fed doit garder une politique restrictive plus longtemps. Les anticipations en matière de taux vont être repoussées à plus tard dans l'année. Déjà pour l'instant, les investisseurs anticipent une première baisse des taux en mai et non plus en mars. Ce qui à ce moment-là ferait monter les rendements américains et qui ferait du coup par la même occasion monter le dollar, ce serait baissier pour l'euro, etc. Et donc voilà, c'est dans le cas d'une surprise à la hausse. Imaginons qu'on observe un rythme de croissance d'un mois sur l'autre de 0,3, ou plutôt qu'on observe dans les chiffres annuels une résurgence de l'inflation globale, ou peut-être même ici que l'inflation sous-jacente diminue moins que prévu au lieu de tomber à 3%, comme c'est anticipé, je l'ai noté ici, comme c'est anticipé ici par les analystes, les économistes selon de Reuters, au lieu de tomber à 3%, on pourrait avoir par exemple une augmentation de 3,1%, ce qui serait un peu plus élevé que prévu, et alors ça pourrait faire craindre aux investisseurs et aux responsables de la Fed que l'inflation n'est pas encore vaincue et que du coup ça nécessite une politique restrictive pendant plus longtemps. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mon Dieu, c'était une vidéo très longue, c'est pas facile de parler autant, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur, et puis je vous souhaite quelque part une bonne semaine de trading, parce que ça va être sportif cette semaine, parce que ça c'est que les indicateurs principaux qui sortent, il y en a plein d'autres aussi qui sortent en parallèle à ça. On a aussi les décisions de politique monétaire de la BCE, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment un indicateur, mais les décisions de politique monétaire de la BCE jeudi seront très importantes pour la trajectoire de l'euro. Et donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading et on se dit à demain pour la prochaine vidéo.